J'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire mes vidéos YouTube de il y a longtemps. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de Mardi Actu, l'émission que je fais tous les mardis à 18 h sur ma chaîne YouTube, et raison pour laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir tous les Mardis Actu de la semaine. L'émission dans laquelle je vous parle de l'actualité politique de notre pays, et on commence sans plus attendre avec le premier thème. Le premier sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est de la manifestation qui a eu lieu à Quimper à propos de la fermeture des urgences de nuit de l'hôpital de Carhaix. Alors la manifestation a fait un peu parler d'elle parce que vous avez peut-être vu qu'il y avait une petite catapulte qui s'est retrouvée là, et je crois que certains ont fait le lien avec la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui disait « abattez la citadelle ». Ben voilà, il y en a qui ont trouvé carrément le matériel pour le faire. Donc tout ça a fait un peu rire, a attiré l'attention sur cette manifestation, mais moi je vais vous parler de l'enjeu qui est derrière cette manifestation. C'est évidemment donc cette question de la fermeture la nuit des urgences de l'hôpital de Carhaix. En gros, c'est fermé de 18h30 à 8h30. Donc tu parles d'urgence de nuit quand c'est fermé la nuit. Et justement, ça c'est quelque chose qui se passe un peu partout en France. Il y a des fermetures de lits, de services, de structures dans plein de petites villes de France. Vous savez, moi je m'étais beaucoup battu notamment pour la maternité du Blanc dans l'Indre, mais il y a le sujet dans plein d'endroits. Par exemple à Langres, il y a eu dans la Haute-Marne, il y a eu une manifestation très importante. Il y avait je crois 6500 personnes sur une ville qui fait 7300 habitants, donc vous voyez le niveau de mobilisation de la population. Mais tout ça, ça existe dans toute la France, et c'est la conséquence de décisions de fermeture de services publics qui sont prises par les pouvoirs successifs, que ce soit les macronistes, que ce soit les hollandistes, et d'ailleurs chez les hollandistes il y avait déjà Macron, faudrait quand même pas l'oublier, et que ce soit chez Nicolas Sarkozy. Bref, cette désertification médicale sur l'ensemble du territoire national, elle touche à la fois les zones rurales, elle touche aussi les quartiers populaires. Là dans les zones rurales on va parler vraiment de la fermeture de grandes structures, mais cette désertification médicale elle existe partout, mais c'est plus largement une désertification des services publics, parce que vous avez la question médicale, vous avez la question des écoles aussi qui ferment, vous avez la question des commissariats ou des casernes de gendarmerie, même si là ils viennent de dire qu'ils veulent rouvrir des gendarmeries, alors ils en ferment et après ils en rouvrent en disant ouais youpi on en rouvre, bah super, vous en aviez fermé plein. Donc le bilan à la fin, il faut voir si c'est positif ou c'est négatif. Évidemment c'est négatif. Tout ça, ça participe d'une dévitalisation d'un certain nombre de territoires de notre pays. Et justement, ça fait partie des choses contre lesquelles on se bat. Mais de la même manière que là, on parle du service public, mais il y a aussi la question des services privés, notamment la question des distributeurs. Les distributeurs dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires, c'est un énorme problème. Les commerces de proximité, dans une ville où je suis élu, la ville de Grigny, vous n'avez pas de grande surface alors que c'est une ville de 30 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Pourquoi il n'y en a pas? Je vous le fais très vite. Mais parce que Leclerc, qui est autour, plusieurs villes autour, à Viry-Châtillon, à Fleury-Mérogis, ils sont en train d'essayer d'empêcher l'installation d'une nouvelle enseigne de grande surface parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait de la concurrence. Donc Monsieur Leclerc, il fait des beaux discours à la télévision sur le pouvoir d'achat, mais quand il s'agit à Grigny qu'il puisse y avoir une grande surface justement pour que les gens puissent avoir accès à des produits moins chers près de chez eux, alors là, il n'y a plus personne chez Leclerc, ils ont disparu. Bref, ce dont je voulais vous parler, c'est cette question de la désertification des services publics dans les zones rurales ou dans les quartiers populaires. Pour ce qui concerne Carhaix, il y a quand même eu un drame assez récemment. C'est qu'il y a une fillette qui est décédée dans la nuit à la gendarmerie, et pour l'instant le début de ce qu'on connaît, c'est que justement le fait qu'elle n'ait pas pu accéder aux urgences, je crois que c'était dans la nuit du 27 au 28 septembre, le fait qu'elle n'ait pas pu accéder aux urgences de Carhaix fait potentiellement partie de la raison pour laquelle cette jeune fille est décédée. Et moi je trouve que c'est honteux, c'est un scandale, c'est pas normal que dans la France, dans la 7e puissance économique du monde, on se retrouve dans ce genre de situation où à la fin il y a des drames, parce que c'est ça que ça provoque quand on ferme des structures médicales dans les départements ruraux. Après il faut faire quoi? Il faut prendre la voiture pour aller à l'autre bout du département pour trouver le service qui correspond. Moi je connais bien le cas de la maternité du Blanc. Quand ils ont fermé la maternité du Blanc, ça voulait dire qu'il fallait faire 60 km dans n'importe quelle direction pour pouvoir trouver une maternité. Vous voyez bien que c'est pas normal. 1 heure quand vous êtes sur le point d'accoucher, 1 heure de transport, c'est pas une situation normale. Même chose pour la question des urgences de l'hôpital de Carhaix. Donc moi, je tiens à dire dans cette vidéo, j'apporte tout mon soutien à ceux qui se sont battus à Quimper avec une petite catapulte. Déjà, c'est bravo parce que vous avez trouvé une manière de faire parler de la lutte qui était super efficace. Et puis, on est avec vous dans cette lutte pour la réouverture des services de nuit de l'hôpital de Carhaix, parce que vraiment, ça urge, comme on dit, d'une certaine manière. Le deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est Éric Ciotti, parce que j'en ai ras-le-bol. Éric Ciotti, en ce moment, il n'arrête pas de se plaindre des pauvres. Il n'arrête pas de dire que les gens au RSA doivent travailler, donc il est à fond sur le projet de loi d'Emmanuel Macron
pour que les gens qui sont au RSA doivent travailler 15 heures par semaine. Donc vous êtes payé 600 € avec le RSA, moins que ça en réalité. Vous êtes autour de 600 € avec le RSA et boum, on va vous obliger à bosser 15 heures par semaine. Ça, c'est l'idée de faire de la concurrence avec les travailleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous payez une personne 600 € par mois et que vous la faites travailler par 15 heures par semaine? Vous êtes en train de la sous-payer par rapport au niveau d'embauche où d'autres personnes sont justement embauchées, sont payées. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des travailleurs avec des contrats de travail et un niveau de salaire minimum, pas toujours, le SMIC n'est pas toujours respecté dans certaines branches. Mais normalement, en théorie, vous avez un salaire minimum et là, poum, vous leur mettez des gens qui sont payés 7 € de l'heure alors que les autres sont payés 9 € de l'heure. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la concurrence déloyale. Et puis après, le patron, il peut dire, regarde, enfin, il y a Michel, lui, il fait ses 15 heures par semaine à 7 € de l'heure et toi, tu es payé une fortune pour faire un travail qui est de moins bonne qualité. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer de la concurrence à l'intérieur du monde du travail, à l'intérieur du salariat et de ceux qui sont sans emploi, mais ils essayent toujours de faire la même chose, de pointer du doigt les gens qui sont les plus pauvres dans notre société pour qu'on évite de regarder ceux qui sont tout en haut et ceux qui n'ont pas contribué à l'impôt, à la juste mesure de leurs revenus. Et ça, c'est typique de la stratégie d'Éric Ciotti, d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen aussi. Ils sont tous un peu dans cette stratégie-là qui est regardez le pauvre qui est en dessous de vous et dites du mal du pauvre parce que c'est lui qui vous vole votre argent. Il y a juste Bernard Arnault de l'autre côté qui s'en est mis plein les poches toute l'année, qui est capable de lâcher 10 millions d'euros pour les restos du cœur comme ça, comme s'il s'achetait un café, alors que c'est une fortune, 10 millions d'euros. Hein, c'est la somme qu'on espère gagner au loto quand on y joue en général. Donc vous voyez bien l'écart de monde qui existe entre des gens comme Bernard Arnault et le gars qui est au RSA à 600 € par mois et à qui on va obliger à bosser 15 heures par semaine. Et donc il avait d'abord dit ça, Éric Ciotti, et puis après, rebelote, il n'avait pas fini avec les mauvaises idées, il s'est dit tiens, on pourrait baisser les allocations chômage pour faire baisser les taxes sur le carburant. Tiens, voyons donc, pourquoi pas Monsieur Ciotti, alors que nous on propose depuis des mois le blocage des prix, qui est une manière de s'en prendre aux intérêts des pétroliers, parce que quand vous avez des prix, vous avez deux solutions, soit vous en prenez aux taxes, aux impôts, etc. Donc ça veut dire que vous mettez moins d'argent dans les caisses de l'État, et justement ça fait le lien avec le sujet précédent, vous financez moins les services publics, vous financez moins les choses qu'on met en commun, comme justement par exemple le RSA, le chômage, le service public de la santé, le service public de l'école. Vous savez qu'un gosse par exemple, si vous aviez tout à payer vous-même sur l'ensemble de la vie de votre gosse pour les dépenses qui sont concernées pour son éducation, pour sa santé, etc. Et encore s'il n'a pas de problème de santé. Ça, l'ensemble de la scolarité de votre gosse, c'est 200 000 €. Okay, 200 000 € si vous aviez à payer vous-même les dépenses qui concernent votre enfant. Quand même, c'est peut-être pas plus mal d'étaler ça sur l'ensemble de la population française et de participer chacun justement normalement en fonction de nos moyens. C'est ça l'idée de l'impôt. L'impôt, c'est quelque chose qui sert à répartir la richesse, à partager la richesse et à faire en sorte que ceux qui ont beaucoup, ils aient un petit peu moins, mais qui donnent davantage à ceux qui n'ont pas beaucoup, qui aient un petit peu plus. Et puis comme ça, on fait un peu la devise de la France, égalité, fraternité, vous voyez, c'est à la fin, mais c'est important, c'est pas parce que c'est à la fin que c'est pas important. Bref, justement, sur ces questions-là, Éric Ciotti, il a toujours la même stratégie. Il dit « Ouh, regardez ces pauvres qui foutent rien et qui sont trop payés ». Ça, c'est Éric Ciotti, tous les jours, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il dit ça. « Oh, les pauvres, ils sont trop payés, ils foutent rien, etc. » Mais Monsieur Ciotti lui-même, il faudrait qu'on commence à regarder ce qu'il fait, lui, à l'Assemblée nationale. Parce que Monsieur Ciotti, il n'est pas seulement député. Déjà, quand tu es député, tu es bien payé. D'accord, tu es au-delà de 5 000 € net par mois. Donc c'est un gros salaire. On est parmi les gens les mieux payés de la France. Mais alors Monsieur Ciotti, lui, c'est encore mieux parce qu'il est questeur de l'Assemblée nationale. Il s'occupe du budget de l'Assemblée nationale. Et avec tout le travail que ça lui fait, Monsieur Ciotti, il faut bien qu'il ait un salaire supplémentaire. Donc il a un complément de revenu, Monsieur Ciotti, pour s'occuper de la questure, qui est quand même un gros boulot. Il ne faudrait pas se voiler la face sur le sujet. Et donc Monsieur Ciotti, lui, il émarge à plus de 10 000 € net par mois. Voilà. Monsieur Ciotti, plus de 10 000 € net par mois et vient se plaindre des gens qui sont payés 600 € par mois. C'est-à-dire que lui, en un mois, il gagne plus que ce que gagnent des gens en une année, mais ça ne le dérange pas de dire qu'ils ont trop de sous, qu'ils sont trop payés. Et d'ailleurs, il a même proposé dans un amendement que, heureusement, on a réussi à leur faire retirer, il a même proposé qu'au bout de 2 fois où tu n'arrives pas à remplir tes obligations sur le RSA, tu n'es plus de RSA. C'est-à-dire tu passes de 600 à 0. Et lui, ça lui pose pas de problème, Monsieur Ciotti, tu vois, de dire qu'il y a des gens, on va leur donner 0 €, donc ils peuvent plus payer ni le loyer, ni l'électricité, ni le gaz, ni la bouffe, ni rien du tout. On les met à 0 €, ça va leur faire apprendre la leçon. Et Monsieur Ciotti, lui, avec ses 10 000 € en plus, on le voit presque jamais à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire, je sais même pas si lui, il vient 15 heures par semaine dans les séances de l'Assemblée nationale. Parce que vu le peu qu'on le voit,
franchement, je commence à me poser la question. Vous irez regarder ses statistiques sur le site nosdéputés.fr, vous irez regarder son nombre d'interventions et vous comparez par exemple avec un député actif et sérieux comme moi, vous pouvez regarder la comparaison entre les deux et vous verrez ce que c'est qu'un député qui bosse et ce que c'est qu'un député qui fout rien et qui se plaint du fait que d'autres gens ne foutent rien, ne foutraient rien, parce qu'en vrai, c'est pas vrai ce qu'il dit Éric Ciotti, parce que c'est quoi la situation des gens qui sont au RSA ou qui sont au chômage? C'est qu'ils ont des obligations justement pour essayer de retrouver un emploi. Et puis, le fait que vous soyez au RSA enlève pas le fait que vous ayez par exemple des enfants dont vous avez à vous occuper. N'enlève pas le fait que M. Ciotti, par exemple, il fait peut-être pas le ménage chez lui, il y a peut-être quelqu'un qui s'en occupe avec son gros salaire, peut-être qu'il paye quelqu'un pour s'occuper de son ménage, mais comme il a un logement de fonction, si ça se trouve, c'est déjà pris en charge avec le logement de fonction. Mais les autres gens normaux, vous voyez, quand on arrive chez soi, on a des tâches ménagères à faire. On a le ménage, on a à s'occuper des courses, il y a des petits tracas de la vie quotidienne à gérer. Et puis, si jamais M. Ciotti trouve que c'est bien 600 € par mois et que c'est trop pour vivre, on lui propose d'essayer de faire un an à 600 € par mois et puis de voir comment il s'en sort dans sa vie quotidienne pour payer tous les frais qu'il a à payer. Voilà, on essaye, Monsieur Ciotti, on essaye, on fait un an à 600 € par mois, on voit comment il s'en sort, et puis si jamais il fait moins de 15 heures par semaine à l'Assemblée nationale, pouf, on le met à 0 € pendant 2 mois comme il proposait pour les autres. Et puis on voit si M. Ciotti trouve toujours que c'est une situation faramineuse d'être à 600 € par mois, et puis si c'est une bonne chose d'avoir des obligations associées à son versement de 600 € par mois. Et par ailleurs, ils vous mentent sur cette situation du RSA parce que, bon, ils veulent obliger les gens à travailler 15 heures par semaine. Ok, d'accord, mais pour faire quoi exactement? Parce que justement, un des problèmes qu'il y a dans la société, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Il y a à l'heure actuelle, là, et sans prendre les gens au RSA, en prenant le chômage dans la population française, il y a actuellement un emploi pour 20 demandeurs d'emploi. C'est ça la réalité. 1 pour 18 en réalité, si on est très précis. Un emploi pour 18 demandeurs d'emploi. C'est ça la situation. Et puis par ailleurs, quand on est dans l'emploi, c'est quoi la situation réelle de l'emploi? Parce que Macron, il est là tout le temps, genre ouais, on a créé 2 millions d'emplois, youpi, excellent, youpla boum, c'est fantastique. Ben non, c'est pas vrai. Parce que la situation, c'est la plupart du temps des emplois qui sont sous-payés et des emplois qui sont précaires dans toutes les dimensions de la précarité, c'est-à-dire des emplois qui sont précaires dans le temps. Ils sont limités dans le temps, ça va être des CDD, ça va être des contrats qui se terminent, qui ont une date de péremption d'une certaine manière, petit 1, et puis petit 2, ça va être des contrats à temps partiel. Parce que ça, c'est aussi un des énormes problèmes dont on parle jamais, le temps partiel qui touche à 80% les femmes, qui est spécifiquement, qui vient bordéliser la vie des gens. Parce que par exemple, quand vous allez faire les ménages, c'est quoi la situation des gens qui vont faire les ménages? Les gens qui vont faire les ménages, ils vont faire des ménages au moment où il n'y a pas les gens dans les bureaux. Ça, par ailleurs, on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle on fait faire les ménages dans les moments où il n'y a pas les gens dans les bureaux. C'est quoi? C'est qu'on ne veut pas voir les gens qui font le ménage? C'est ça? C'est trop dur pour nous de se dire que ouais, il y a des gens qui sont moins payés que ceux qui travaillent dans les bureaux, qui viennent faire en sorte que les poubelles soient vidées, que les papiers soient ramassés, parce que en plus les gens ils mettent le bazar dans leur bureau, que les poussières soient faites, etc. C'est quoi l'idée d'obliger les gens à aller faire ça entre 3h et 7h du matin? C'est pour pas les voir, c'est ça la réalité. C'est des métiers qui sont invisibilisés dans la vie quotidienne. De la même manière qu'un certain nombre de métiers qui sont des métiers précaires, genre aller bosser chez Amazon, le travail d'éboueur par exemple. Tous ces métiers, ils se font à des endroits et à des moments où ils sont invisibles dans la société. Et ça participe d'ailleurs beaucoup de la souffrance au travail des gens, le fait qu'ils ne soient pas reconnus à la juste mesure de leur travail, en plus que d'avoir un salaire qui n'est pas une reconnaissance digne du travail qu'ils effectuent, le fait que même leur travail qu'ils font, il est d'une certaine manière invisible. Je veux dire, il est visible parce que vous avez votre bureau qui est propre, mais il est invisible parce que vous ne voyez pas les gens qui les font. Et peut-être d'ailleurs que si on voyait les gens qui les font, il y en a peut-être un certain nombre de personnes qui seraient un peu moins racistes à la fin de cette opération-là. Parce que justement, c'est des métiers dans lesquels beaucoup de gens sont racisés et ça fait pas de mal de le rappeler aux gros racistes qui passent leur temps à dire que les autres sont tous des chômeurs et des paresseux. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que cette loi sur le RSA, elle est spécifiquement faite pour essayer de créer de la division à l'intérieur du peuple français. De vous dire, les pauvres, c'est les responsables de tous les malheurs du monde, c'est les responsables de vos malheurs à vous qui travaillez, qui galérez, etc. Et d'ailleurs, ils profitent du système, je sais pas quoi. Ce genre de discours, vous l'avez entendu plein de fois. Peut-être même que vous le partagez pour un certain nombre de personnes qui regarderaient cette vidéo. Il faut s'en départir, il faut faire partir ces idées-là de
de notre tête, parce que c'est pas vrai que c'est les pauvres qui nous coûtent cher. C'est l'inverse, c'est les riches qui nous coûtent cher. Autre sujet dont je voulais absolument vous reparler, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est les punaises de lit. Vous avez vu ce que je vous disais la semaine dernière pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'est la catastrophe. Désormais, des punaises de lit, il y en a partout. Et ça va pas tarder, vous allez voir qu'il va y en avoir à l'Assemblée nationale. C'est quasi une certitude, parce que quand il y en a dans les transports en commun, quand il y en a dans les crèches, quand il y en a dans un certain nombre d'endroits, les cinémas, dans les trains, dans un certain nombre d'endroits où justement c'est des lieux de brassage collectif où vous avez plein de gens qui arrivent au même endroit et qui peuvent se ramasser ces punaises de lit, ça fait l'exact même effet que le Covid. C'est-à-dire, vous mettez des gens dans une même pièce avec un problème qui est un problème qui peut se répandre. Que fait le problème? Il se répand. Et donc, le problème va se répandre dans un certain nombre d'endroits où il y a encore d'autres gens qui peuvent être touchés. Alors, ça va être dans les bureaux, ça va être dans les lieux de travail, ça va être dans un certain nombre d'endroits. Dès que vous avez du tissu et des gens, vous pouvez être sûr que vous allez finir par avoir des punaises de lit. Il faut savoir, je l'avais dit dans la dernière vidéo, il y a déjà 11% de la population française qui a été touchée entre 2017 et 2022, et cela sans distinction d'hygiène, de revenus, de je sais pas quoi. C'est vraiment banco, tout le monde va être touché par les punaises de lit. Même tu peux être très riche et te laver tous les jours et je sais pas quoi et mettre du parfum, t'inquiète que tu peux quand même avoir des punaises de lit et que c'est pas ça la question. La question c'est, elles se foutent dans des petits bouts de tissu, dans des replis, dans des recoins, etc. Et ensuite, eh bien, elles se mettent dans votre lit à un moment donné opportun, elles vous piquent et elles pondent 5 œufs par jour. Une femelle punaise de lit, c'est capable de pondre 5 œufs par jour, donc ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle se répand. Moi, je voulais vous dire ça parce que nous, ça fait des années qu'on alerte sur le sujet. C'est Mathilde Panot, notre présidente de groupe parlementaire, qui a été à la pointe de ce sujet-là. Elle s'en occupait déjà en tant qu'associative. Mais ensuite, à l'Assemblée nationale, c'est une des questions dont elle s'est saisie en proposant notamment un plan d'éradication des punaises de lit. Je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière. Donc, j'y reviens pas forcément. Non, je vous en avais pas parlé la semaine dernière. Mais très rapidement, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que collectivement, on prend en charge ce problème. Et donc, quand il y a des insectisations à faire, eh ben c'est la collectivité qui prend en charge ça. Un genre de sécurité sociale de la punaise de lit, parce que comme c'est un problème de santé publique, faut le traiter comme un problème de santé publique, vous voyez. Et donc si jamais vous êtes obligé de sortir 800 € et que vous les avez pas, parce que ça coûte ça, hein, une désinsectisation de punaise de lit. Si vous êtes obligé de sortir 800 € pour désinsectiser votre appart et que vous les avez pas sur votre compte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pense que ça va être cool, youpla boum, et ça va rester dans votre appartement? Pas du tout. Ça va se répandre à l'ensemble de l'immeuble. Donc on préfère quoi? On préfère collectivement prendre en charge la dépense de 800 € pour éradiquer le problème au départ, ou on préfère que chacun, à la fin, ait à payer 800 € parce que ça sera dans tout l'immeuble? Vous choisissez comme vous voulez. Moi, je choisis la solidarité parce que je considère que c'est plus efficace et que ça coûte moins cher. Je pense vous en avoir fait la démonstration très rapidement avec un exemple très concret. Mais si vous pensez que vous allez être exempt du problème des punaises de lit, que ça va passer au travers parce que vous faites attention, vous n'êtes pas comme les autres et je sais pas quoi, vous allez vite déchanter si jamais ça vous arrive, parce que c'est tout à fait possible que ça vous arrive. Et donc moi, je vous invite à être solidaire avec celles et ceux qui rencontrent ce problème, parce que c'est horrible, vous ne pouvez plus dormir, vous vous retrouvez dans des situations catastrophiques de stress, de fatigue, de problèmes en chaîne qui s'accumulent les uns les autres, parce que une fois que vous avez payé la désinsectisation, c'est pas genre youpi, on a réglé le problème, c'est que faut racheter un matelas, il faut racheter des vêtements. Parfois vous dépensez pas que les 800 € de la désinsectisation, vous dépensez une fortune parce que il y a tout un tas de meubles qui sont inutilisables parce qu'elles se sont fichées dans des endroits où vous n'arrivez pas à les enlever. Voilà ce que c'est d'avoir des punaises de lit. Et moi je souhaite ça à personne, pas même à mon pire ennemi, de se retrouver avec des punaises de lit comme ça. Bon, dernier sujet dont je veux vous parler, c'est l'article 68 de la Constitution. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question sur les réseaux sociaux, à m'en parler sur les réseaux sociaux. Je vous réponds très sérieusement sur l'article 68 et sur la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser cet article 68. C'est pas qu'on ne veut pas. Moi, si jamais on pouvait faire tomber Macron avec un machin de la Constitution, mais le soir même, je signe le truc pour dégager Macron. Je ne demande que ça, que Macron parte. J'explique d'abord ce que c'est que l'article 68. C'est si jamais le président de la République a fait des manquements graves à ses devoirs, alors des députés peuvent le juger devant la haute cour pour, en gros, pour irresponsabilité. Enfin, je me souviens plus la formule exacte, mais en gros, on peut faire passer Macron devant une haute cour qui est composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est le Parlement qui se réunit en haute cour et qui juge le président de la République inapte à accomplir ses fonctions. Alors, déjà, petit 1, bon, la lecture de l'article.
elle est un peu spéciale parce qu'on ne comprend pas bien si ça serait un problème mental, par exemple, genre il a perdu la raison, etc. Ou si c'est un problème politique. Moi, je juge, alors peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec moi je juge qu'on peut en avoir une lecture politique. Et je juge que justement, Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur de ses fonctions. Par exemple, il est garant de la Constitution et de l'application de la Constitution au titre de l'article 5, si je ne dis pas de bêtises, de la Constitution. Mais en même temps, article 66 de la Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu. Ah tiens, c'est pas ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas ce qui s'est passé dans le mouvement de réforme des retraites, et c'est pas non plus ce qui s'est passé dans le mouvement de révolte urbaine. Donc il y a eu des arrestations arbitraires, et pourtant donc Emmanuel Macron, garant de la Constitution, n'a pas appliqué la Constitution. Donc on pourrait utiliser cet article 68. On pourrait se dire, tiens, là on l'utilise. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il faut 58 députés pour faire commencer la démarche sur l'article 68. 58 députés, on les a. On pourrait le faire. Mais c'est l'étape d'après qui pose problème. Parce que où est-ce que ça va une fois que tu as réuni tes 58 députés? Ça va d'abord au bureau de l'Assemblée nationale. C'est quoi le bureau de l'Assemblée nationale? C'est la présidente, les vice-présidents, etc., de commission. À la fin, c'est 22 membres. 22 membres parmi lesquels il y a quoi? 12 macronistes. Donc déjà, tu fais le ratio, tu vois, tu n'as déjà pas la majorité pour que ça passe cette étape-là. Parce que c'est ce truc-là, le bureau, qui décide de la recevabilité de la demande sur l'article 68. Donc tu crois quoi? Que les macronistes, ils vont juger que c'est recevable l'article 68 quand ils sont dans une petite salle à 22 et qu'ils ont à eux tout seuls la majorité absolue? Ça n'existe nulle part, cette situation-là. Donc, mais admettons, ça passe le bureau. Ça passe le bureau, ça arrive où? En commission des lois. Ah, commission des lois, c'est ma commission. Moi, je serais content que ça arrive en commission des lois. Bon, et là, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on est censé voter. Et pourtant, les macronistes, ils ont aussi la majorité à l'intérieur de cette commission des lois avec les républicains. Mais parce que l'article 68 de la Constitution, il y a une partie qui est un peu floue. Ça dit que les décisions qui sont prises dans chacune des deux assemblées doivent être prises à la majorité des 2 tiers. Ok? Les 2 tiers. Donc, et ne compte que les voix qui sont pour l'article 68. Donc dans le bureau, je vous ai dit déjà, ils ont la moitié des voix. À l'intérieur de la commission des lois, on n'a déjà pas réussi à faire passer une pétition pour la dissolution de la Bravem. Donc vous imaginez la destitution du président de la République si ça aurait des chances de passer. Mais bon, admettons que ça passe quand même la commission des lois. Où ça arrive à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous n'avons pas toutes les oppositions réunies, non pas, même, je veux dire, même si on mettait les républicains d'accord pour faire la destitution de Macron, même si le RN était d'accord, même si les Verts étaient d'accord, le PS, les Insoumis, etc., même si toutes les oppositions étaient d'accord pour destituer le président de la République, il n'y a pas la majorité des 2 tiers avec ces oppositions-là. Donc aucune chance que ça passe à l'Assemblée nationale. Mais admettons, sur un malentendu, tu vois, ça passe. Ça arrive au Sénat, où là, c'est carrément la droite qui est majoritaire au Sénat à elle toute seule. Et là, c'est pareil, majorité des 2 tiers. Et après seulement, c'est réuni en haute cour, où là encore, il faut la majorité des 2 tiers. Donc, aucune chance, à aucune des étapes de l'article 68, aucune chance que ça marche et que ça passe à l'étape suivante. Je pense vous l'avoir assez bien démontré. Et du coup, ça fait quoi si jamais on mobilisait l'article 68 contre le président de la République? Ça fait qu'à la première étape, on se prend une tôle. Vous trouvez que c'est utile pour la mobilisation populaire? Vous trouvez que c'est genre, ah ouais, bravo, super, on s'est planté dès la première marche, on s'est pété la figure? Vous trouvez que c'est utile et que c'est efficace pour la mobilisation populaire de faire ça? Nous, ce qu'on fait pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est des motions de censure. Parce que les motions de censure, c'est pas la majorité des 2 tiers, c'est la majorité absolue. C'est même pas la majorité simple, c'est-à-dire c'est même pas les présents dans l'Assemblée nationale, il faut 289 députés. On a frôlé dans la réforme des retraites la censure du gouvernement. On était à 7 ou 9 voix près, 7 voix je crois, 7 voix près. Ça leur a fait vraiment chaud. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit si serré. Donc il est possible qu'à un moment donné, les Républicains, parce que c'est les Républicains qui bloquent, il est possible qu'à un moment donné, les Républicains arrivent à voter la censure en entier. Mais c'est à eux qu'il faut vous adresser. C'est pas aux Insoumis qui votent la censure à chaque fois. Là, pas plus tard que hier, ou enfin il y a quelques jours, le week-end dernier, nous, on a déposé une motion de censure. On avait les 75 députés Insoumis qui ont voté la motion de censure. C'était le seul groupe de l'Assemblée nationale à avoir eu tous ses membres qui votaient la censure. Le Rassemblement national, il leur en manquait 20. Donc allez demander au Rassemblement national pourquoi ils n'ont pas voté tous la censure. Allez demander aux Républicains pourquoi personne n'a voté la censure. Allez demander aux autres partis de gauche pourquoi il n'y avait pas tout le monde pour voter la censure.
C'est ça les questions qu'il faut poser. Voilà ce que je voulais vous dire. Je le dis avec un peu de bonhomie et de bonne humeur. J'espère que ça vous a plu et intéressé. J'espère que ça explique des choses justement sur l'article 68 et que ça répond aux questions. Parce que moi, je suis pas en mode j'ai pas envie d'en parler, je sais pas quoi. Moi, je suis en mode vas-y, donne tes arguments pour et je donne mes arguments contre. Parce que pour l'instant, je suis pas convaincu de l'efficacité de cette méthode et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle édition des Mardis Actu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à la partager sur vos réseaux sociaux pour faire circuler l'information. Et puis à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que c'est toujours très utile. On regarde avec mon équipe. Si vous dites que c'est bien, on continue. Si vous dites que c'est pas bien, on arrêtera. Mais pour l'instant, la première édition de ce Mardi Actu a bien plu. Donc je pense qu'on va continuer. Voilà. Et puis, je vous dis déjà, si vous regardez la vidéo avant mercredi, je vous dis à mercredi 18h pour le live Twitch. Et pareil, vous pouvez trouver le lien de ma chaîne Twitch en commentaire épinglé et en description. Et puis sinon, eh ben, on se donne rendez-vous soit vendredi, soit mardi prochain pour le prochain Mardi Actu. Voilà, bisous tout le monde. Allez, salut!